Voilà, merci Carino. Je suis heureux de revenir à l'AEB pour présenter, et pour la seconde fois d'ailleurs, un auteur décédé. Il y a quelques temps, je pense que c'était juste avant la pandémie, en tout cas avant le confinement, j'avais présenté Yvon Givert, dont j'avais publié un recueil posthume calibré. Et aujourd'hui, il s'agit, comme tu le disais, de Raymond Choquet. Tu ne le connaissais pas, et moi, il y a un an, je ne le connaissais pas non plus. En effet, ce sont deux Morins, Givert et Choquet, mais deux destins bien différents, puisque l'un, Yvon Givert, avait une œuvre foisonnante, impressionnante par son nombre et par sa qualité, puisqu'elle fut plusieurs fois primée, tandis que l'autre, Raymond Choquet, restera l'éternel débutant, grâce à, en raison de, à cause de cette mort qu'il a choisie, nous en parlerons. Et nous évoquerons aujourd'hui un unique texte, un recueil posthume. Un autre texte se profile peut-être, nous en parlerons pour terminer. Ce recueil intitulé Tout pour être heureux, publié par Stéphane Thibault pour les éditions Audace et dont j'ai rédigé la lecture, Stéphane rédigeant lui la préface. Stéphane, tu as découvert, Carino le signalait, Choquet grâce à ta passion pour un autre écrivain morin, mais un monument, celui-là, Marcel Moreau, non pas Marcel Marceau. On ne dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi. En privé. Eh bien, cette rencontre physique avec Moreau a précédé la rencontre avec Choquet. Et c'est là où je m'en veux, c'est que la découverte de Raymond Choquet, c'est une découverte que j'ai fait un peu tardivement. Et donc, après avoir fait mon film sur Marcel Moreau, après avoir raconté Parler avec Marcel Moreau, je lisais forcément tous les livres de Marcel Moreau et j'ai vu à la préface du chant des paroxysmes, donc c'était dédié à Raymond Choquet. Il disait poète, et c'était exactement la date de naissance et la date de mort de Raymond Choquet, donc c'était dans le livre Le chant des paroxysmes. Sauf que je me disais très naïvement que ce poète était connu, que ce poète était, j'y reviendrai plus tard, je taperai sur Google et je tomberai sur des textes de Raymond Choquet. Et à la mort de Marcel Moreau, on l'a beaucoup suivi, on a été beaucoup lui rendre visite quand il allait moins bien, et je ne lui ai jamais parlé de Raymond Choquet. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis dit, mais il faut que j'aille voir qui est Raymond Choquet. Et il n'y avait aucune trace, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de notes biographiques, il n'y avait pas de photos, il n'y avait vraiment rien du tout. Et donc j'ai commencé à essayer de trouver des choses sur lui. J'ai envoyé des messages, un peu Facebook aidant, c'est toujours intéressant. Et j'ai eu la fille de Marcel Moreau qui est venue et qui a dit, mais malheureusement, les textes de Raymond ont été confiés à mon père au moment de la mort de Raymond, mais en retournant à Paris, il les a perdus dans le train. Alors là, évidemment, c'est vrai que souvent Marcel Moreau était parfois sous influence, donc ça ne m'étonne pas, c'est tout à fait possible. Et je me suis dit, c'est pas possible. Après avoir admiré Marcel Moreau, je me suis mis à le maudire, je me suis dit, non du Dieu. Et grâce à plein de liens, à l'aide de Hélène, à l'aide d'amis de Marcel qui sont encore vivants, un jour j'ai eu un coup de téléphone et j'ai appris que les manuscrits de Raymond Choquet existaient et qu'ils n'étaient pas loin de chez moi puisqu'ils étaient à Mons. L'après-midi même, j'ai couru, je suis arrivé en nage chez la personne qui a dû avoir peur. On s'est dit, c'est qui ce type suant qui vient chercher des textes? Et je suis rentré tout de suite et je les ai lus. Et j'avais aussi un texte manuscrit de sa main qui est un roman inachevé que je suis en train de déchiffrer. Et donc on s'est dit, on va les éditer, mais la question c'était un peu comme on retrouve un manuscrit de Céline, c'est qui ça intéresse, sauf que Céline, ça intéresse tout le monde. On retrouve un manuscrit de guerre, on se dit, super, Céline, ça va faire vendre. Mais Audace, qui porte bien son nom, contrairement à Gallimard, ne fait pas dans la facilité et il s'est dit, on va éditer ce type inconnu et qui sans doute ne va pas pouvoir vendre son livre, qui ne va pas pouvoir dédicacer, et il ne reste personne. Donc il reste peu de gens, il reste un cousin et à part nous, donc en fait c'est vous, l'essentiel de la culture, c'est le lien qu'il peut avoir entre les individus et c'est uniquement ça, c'est les vecteurs en fait, c'est ça
culture, c'est uniquement de dire voilà, ça existe, parlez-en autour de vous. Et ce type, peut-être qu'il y a encore des gens à Bruxelles qui le connaissent encore, puisqu'il s'est donné la mort à Watermal-Wafa. Donc l'histoire de sa mort est assez marrante, marrante, oui, on peut dire marrante quand même, puisque quand il a décidé de se suicider par le gaz, et sur sa porte, il a mis attention, risque d'explosion. Voilà. En fait, donc Marcel Moreau avait une réelle amitié et considérait Choquet comme un espoir de notre poésie. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, Frédéric, notre secrétaire, m'a remis, il adore faire ses petites recherches, ce volume, ce recueil de la collection Audace, revue donc fondée par Carlo Donnet en 1968, où Marcel Moreau, justement, élucide un long extrait de ce texte dans le postface du livre, évoque Choquet plus vif que mort. Tu comptais en lire un petit extrait ou dire quand même, je trouve que... Mais ce qui est drôle aussi, c'est que, à mon avis, et je soupçonne quand même, parce que quand le cousin de Choquet vous a envoyé encore des textes, j'en ai retrouvé qui étaient seuls, qui étaient isolés et qui se retrouvent là-dedans. Moi, je soupçonne Marcel Moreau d'avoir eu des textes épars. C'est lui qui a construit. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est l'œuvre de Marcel Moreau. Lorsqu'il se trouve là-dedans, ce qu'il a rassemblé, je pense que c'est lui qui a fait ce travail. Sans doute, après avoir perdu de nombreux textes, vraiment, il a dû faire ce petit travail. Après, on en a retrouvé d'autres. Mais ce qu'il dit au début, est même assez frappant, je pense, même pas forcément au début. Il parle aussi d'un jeune poète qui était son ami dans Moral des Épicentres. J'avais jadis un jeune poète, il avait 17 ans, etc. C'est pour ça que je me suis... C'était cet extrait qui te parle le plus... Ouais, c'est grâce à Moral des Épicentres que je me suis dit que ce poète-là n'était pas du tout connu, puisqu'il raconte sa fin tragique, et que je me suis dit, c'est bizarre, il le nomme RC, et qu'il ne renomme pas son nom, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Jadis, j'avais un ami, un jeune poète de la race des Rimbaud, vivant comme Van Gogh. Il avait 18 ans, ne supportait pas ce monde cupide et cynique. Il habitait tant bien que mal une chambre de bonne. Tous les métiers l'offensaient. Les mots, c'était toute sa vie. Il les avait brûlants, révoltés, prophétiques. Ses parents, confortables, aisés, rêvaient pour lui d'un emploi stable, juste de quoi lui garder la tête haute. Il avait tout pour être heureux. Ça, c'est le titre de ce qu'on a choisi de mettre comme titre. Il avait tout pour être heureux, me disait-il, inlassablement. Je me disais que non, mais je n'avais pas de réponse. Un jour, ses parents, pour lui prouver qu'effectivement il avait tout pour être heureux, lui offrirent un appartement. Ils entraînèrent leur fils chez le notaire. Le lendemain de la signature, il se donnait la mort par le gaz dans sa soupente. Auparavant, il avait écrit sur la porte « Attention, danger d'explosion ». Et c'est vrai que dans le texte de ce texte-là, ce roman qu'il a écrit, qui est vraiment très étonnant, parce que on retrouve ce personnage qui parle justement de cette difficulté, qu'il ne veut pas travailler, il veut pas, et puis que ses parents qui lui disent on va te donner une maison, on va te donner un endroit, un cadre, ça ne pouvait pas marcher, ça pouvait au contraire qu'amplifier ce malaise qu'il ressentait et que ressentait Marcel aussi. À ce stade-là de ta recherche, tu avais des textes, tu connaissais l'amitié de Moreau et de Choquet, mais tu ne savais pas grand-chose de Raymond Choquet en tant que tel. Et tu m'as demandé de faire une recherche parce que tu sais que je m'intéresse un petit peu à la généalogie. Et bon, là, c'est quelque chose qui est une espèce de... On lance un hameçon, ça marche ou ça ne marche pas. Et ça a marché, c'est-à-dire qu'après avoir posé des questions à tous les gens qui comptent en littérature dans notre province, j'ai eu des réponses négatives. Pierre Coran me dit non, il n'a pas participé à l'anthologie du Cyclope. Delmé à la Maison Rousseau me dit je n'ai rien, et c'est tout à fait normal puisque rien n'était publié. Et j'ai découvert grâce à la généalogie qu'il était dourois comme nous. Il aurait pu être Montois, non, mais c'était un dourois, donc quelqu'un qui a fréquenté l'Athénée que nous avons fréquenté tous les deux, l'Athénée royale de Dour. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous a rapprochés encore un peu de lui. Et deux, j'ai retrouvé un cousin, Pierre Choquet, un cousin germain de Raymond. Et j'ai correspondu avec lui. C'est à lui que nous devons la photo qui se trouve sur la 4e de couverture, et aussi
c'était un artiste, Pierre Choquet, qui est toujours vivant, il a plus de 80 ans, il avait le même âge que Raymond. Eh bien, ce pastel, donc de couverture, ce portrait de son cousin par Pierre Choquet. Et qu'est-ce qu'il m'écrit? Je ne sais si ce que je vous écris va répondre à votre attente. Il faut dire que, en fait, j'ai très peu de souvenirs avec mon cousin Raymond. Pourquoi? Je suis né le 13 septembre 41 et Raymond le 5 mai 41. Mon aîné d'un peu plus de 5 mois. À l'âge de 9 mois, j'ai quitté la Belgique. Il vit encore aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Mes parents fuyaient l'avance allemande, etc. Ils se sont établis en France, dans la campagne parisienne. J'ai donc grandi dans cette France qui nous accueillait. J'y suis encore à l'aube de mes 80 ans. Après la guerre, dans mes jeunes années, nous sommes revenus souvent en Belgique. Il me semble en été. Nous retrouvions mes grands-parents paternels dans la menuiserie familiale rue de l'Athénée à Dour. Raymond et moi étions petits, 5, 6, 7 ans. À cette époque, j'ai une petite anecdote que m'ont rapporté mes parents et que voici. Nous étions, Raymond et moi, assis sur la marche de la porte de la salle à manger, protégés par une verrière au-dessus de la porte. Il pleuvait assez bien dans la cour. L'un de nous disait, je ne sais plus lequel, il a pleuvu. Et l'autre répondait, non, il a pleuvoir. Je trouve ce dialogue de petit très rafraîchissant. Puis en grandissant, nous sommes revenus moins souvent en Belgique. Je me souviens y être revenu au moment du décès de mon grand-père Auguste Choquet, le 18 août 1950. À cette occasion, mon frère et moi avons été envoyés chez un parent pour ne pas être présents pendant la préparation des obsèques. Et plus tard, vers 13-14 ans, Raymond est venu passer les vacances chez nous à Pontoise, en banlieue parisienne. Je me souviens d'un jour, nous avons pris un petit tortillard pour aller à la piscine de l'Isle-Adam. Ça aussi, c'est un peu littéraire, l'Isle-Adam n'était pas loin. C'est là, dans un bassin, nous avions pied, que Raymond m'a appris à nager. Au retour, mon père lui a demandé d'écrire et de raconter sa journée. Il s'est exécuté. Ce dont je me rappelle, c'est seulement que son texte commençait ainsi. Partir, c'est mourir un peu. Mais qu'il complétait cet aphorisme par revenir, c'est revivre un peu. À 13 ou 14 ans, c'était déjà. Et là non plus, je ne sais pas. Et puis il dit, je sais qu'il a fréquenté l'Athénée juste en face de chez moi, etc. Et il dit, bien entendu, que pour parler de la mort très sombre pour lui, se souvenir de son cousin, quand j'ai appris son décès, c'est de la bouche de mes parents, j'ai appris qu'il s'était supprimé à Bruxelles. Et donc ce Pierre Choquet, nous lui avons évidemment demandé l'autorisation d'utiliser son pastel et puis les textes de son cousin, puisqu'il est le seul ayant droit, Raymond, n'ayant pas eu de descendants. Et puis, si tu veux, ce que l'on peut dire concernant donc, ce recueil aussi, c'est, tu as dit que probablement Moreau avait quelques textes et qu'il les a organisés dans une suite numérotée. Et toi, comment as-tu procédé pour, disons, organiser le recueil? C'est ça qui est drôle, c'est que ici je suis en train de lire le roman de Raymond Choquet. J'ai procédé tout simplement en ne procédant à aucun choix. C'est ce qu'on a dit dans la préface, et je me suis dit qu'il y avait des textes beaucoup plus faibles, entre guillemets, au début du recueil, mais qui semblent être... Parce que ce que j'ai récupéré avait l'air de quelque chose déjà, d'être un petit paquet de feuilles qui avait l'air d'être ordonné. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas eu envie de montrer qu'il apprenait ou qu'il essayait de parfaire son écriture. Et ici, donc en lisant le roman qu'il était en train, qu'il a laissé au manuscrit, je tombe sur un truc qui est assez troublant, vertigineux, enfin pour moi en tout cas qui ai choisi ça. Donc le roman parle, c'est un roman qui parle de Laszlo. Le personnage principal s'appelle Laszlo. Quand on sait que Bord-de-Mort de Marcel Moreau utilisera un de ses personnages principaux qui porte le nom de Laszlo et qui se supprime dans le livre, voilà, je crois qu'il a vécu avec l'ombre de Raymond Choquet toute sa vie, Marcel. Et là, c'est Raymond Choquet qui parle. Je vais commencer, voilà. Moi, l'auteur, j'ai consacré toute ma vie à la sienne, à fouiller les archives et les manuscrits, et devant ce travail insensé, j'ai dû renoncer à élaborer un récit cohérent, chronologique, ou même à opérer un choix parmi les textes. L'exégèse est impossible. Toutes les versions s'entremêlent, se confondent, se construisent, se contredisent. Ainsi me suis-je rallié au système le plus simple. J'ai dit « je » quand le manuscrit donnait à Laszlo la parole, « il » quand on narrait ses aventures, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est drôle, parce que je dis ça et je me dis « mais c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « je ne veux pas choisir ». Et tout le livre qu'il a écrit est une espèce de... C'est lui, donc Laszlo, c'est Raymond Choquet, et qu'il est en train de se mettre en scène, et
il fait des va-et-vient entre justement le narrateur qui explique qui est ce type, et il dit en fait c'est moi. Et c'est vraiment troublant, parce que c'est ce que faisait Marcel Moreau dans tous ses livres, et on peut se demander si c'est Marcel Moreau qui s'est inspiré de Raymond Choquet, ou Raymond Choquet qui s'est inspiré de Marcel Moreau, parce que c'est très tôt. Il avait écrit 3 livres au moment où il se suicide, puisque Le Chant des Paroxysmes, je crois que c'est le 3e, 4e. Donc c'est très curieux. Et il y a même des annotations, je crois que c'est lui qui est le copieur, hein, qui s'inspire de Marcel, il faut lui rendre justice. Et dans le manuscrit écrit ici, on a une annotation, on dit à un moment Moreau, qu'il est écrit. À un moment, il parle des terribles, il parle des mineurs. Oui. Hop, on est entre parenthèses. Moreau. Et donc, évidemment, dans le livre, donc l'évocation de l'enfance boréenne de Moreau. On peut dire que, bien entendu, tu l'as dit toi-même, certains textes, forcément, chez un tout jeune homme, parce que s'il décède à 25 ans, certains des textes ont été manifestement rédigés pendant les années d'études, il évoque le pensionnat, peut-être pas le pensionnat, mais l'école, les murs de l'école, etc. Il n'était pas en pension. Mais il a des réminiscences. Si je vous dis virile splendeur, bon, on pense tout de même un peu à Verhaeren, où je me promène dans la cité, le sourire aux dents, on y voit des Italiens, des Polonais, des Hongrois, le prolétariat y pétrit son soleil dans les rues, ils se battent des cris, respirent la chanson, etc. On est un peu dans le Guillaume Apollinaire moderniste de Zone, par exemple. On boira le vin d'un spleen tour à peu, bon, on est quand même assez proche de Baudelaire, ou encore sous la pluie quel ennui, sous l'orage quel orage, sous la nuit je m'ennuie, sous ta pluie qui me suit ton orage, c'est verlénien. Bon, mais j'aime bien dans le verlénien un verbe inventé, je m'ennuie, il y a un verbe qui n'existe pas, et qui, moi je le prends comme à la fois l'idée de s'enduire de glu, donc de se coller à quelque chose qui va nous retenir, et en même temps ce beau mot, disons, du langage des agriculteurs, le glu, qui est un lien de seigle. Tu la connais, le glu, non, parce qu'on le disait dans mon village, et je suis persuadé, je parle à Philippe, donc qui d'ailleurs est un mot français, mais qu'on emploie très peu. Voilà, ou alors dans Rosemarie plus jolie qu'elle, où te dirais-je mon tourment, sainte et maudite qui se rappelle étrangement. Moi j'entends Paul Jean Toumet ici par exemple. Donc tout ça c'est évident que ce sont des textes d'un jeune homme qui a beaucoup lu et qui forge sa plume. On pourrait évoquer les nombre de métaphores, d'allitérations, d'anaphores, etc. Donc il fait des essais de vers livres, des essais de figures de style, etc. Toi, qu'est-ce que tu as surtout goûté chez lui? Parce qu'il y a des choses qui sont tout de même extrêmement autre chose que des réminiscences très originales, des expressions originales, des textes forts. Ben, c'est le mystère, c'est-à-dire c'est de se dire que qu'est-ce qui fait que quelqu'un, ou qu'un auteur, ou que n'importe quel artiste reste. C'est que des gens s'intéressent, c'est l'intérêt, c'est la curiosité. Et je suis toujours fasciné par le manque d'intérêt des gens, et surtout, on peut aller plus loin, des gens qui ont des journalistes ou des gens qui font vraiment leur métier, qui devraient faire leur métier, mais qui ne le font que très rarement. Et je commence par exemple à Lautréamont. Je ne vais pas dire que Lautréamont a été découvert par Léon Bloy et seulement beaucoup plus tard par les surréalistes. Heureusement qu'ils étaient là, parce que Léon Bloy, évidemment, personne ne l'écoutait. Mais ce qui m'intéresse, c'est que si on ne le sort pas, si on ne le met pas quelque part, heureusement il était dans la revue Audace, il disparaît. Et cet auteur-là mérite sans doute de rester pour au moins quelques-uns de ses poèmes. Et puis surtout par ce qu'il enrichit, à mon avis, la personne de Marcel Moreau. Parce que Marcel Moreau, si on lit ce livre, si on lit ses poèmes, et si on se rend compte à quel point Marcel Moreau n'a fait toute sa vie que de mettre en valeur les autres auteurs, ça le rend encore plus grand. Et je crois que j'ai raté mon documentaire lorsque je ne me suis pas intéressé assez tôt à Raymond Choquet, puisque ça aurait révélé énormément de lui, ça aurait révélé énormément de Marcel Moreau en mettant en évidence cette personnalité qui n'existe que par les mots de Marcel Moreau. Et j'avais fait aussi une comparaison, parce que tu parlais justement du mime Marceau. Tant pis, on le dit, je ne citerai pas les noms, mais c'était dans Le Soir, après un hommage à Marcel Moreau, où la journaliste, dans Le Soir pourtant, c'est ça l'ironie,
puisqu'il a été correcteur au soir, un journaliste dit clairement Denis Lavant était là pour rendre hommage au mime Marcel Marceau. Oui. Donc il y a une confusion au moment d'abord de Marcel Moreau. Mais c'est pas une confusion, c'est un manque d'intérêt. Ah, oui, peut-être. Moi j'avais cru peut-être à juste bon. Pas écrit. Est-ce que le mime. Ah oui. Le mime Marcel Marceau, ce qui est drôle. Alors, oui, moi je trouve que c'est intéressant cette démarche que tu as, parce que tu dis, bon, il faut quand même que ces gens-là qui ont écrit restent un peu, durent un peu avant l'éternel silence et l'oubli perpétuel. Nous savons tous que nos petites œuvres dans 150 ans ne seront certainement pas lues par beaucoup de gens. Mais c'est intéressant que ce garçon qui n'a jamais publié et qui est mort en 1966 fasse aujourd'hui parler de lui plus que de nombreux auteurs morts en 1966 et qui ont une œuvre probablement assez gigantesque. C'est assez stupéfiant de regarder la liste des prix littéraires parce qu'on se remet à beaucoup de modestie en voyant ces noms qui ont brillé un peu, comme parfois un peu les nôtres, et on se dit que tout ça, ça ne durera pas très longtemps. Et j'aime bien ce genre de résurrection, disons, d'auteurs oubliés, voire jamais connus. Stéphane, tu pourrais nous choisir, faire une petite sélection de lecture. On va lire un de ses poèmes, mais avant de lire le poème, je dis juste que le dernier livre de Marcel Moreau, qui n'a pas pu finir, s'appelait Le buveur de déluge. Et ici, les titres pour le roman de Raymond Choquet, qui commence Laszlo, Vie, mort et résurrection de deux personnages, Notes sur l'Apocalypse, Mémoire d'Apocalypse, sans doute des trucs, Apocalypse mienne, Le joyeux mystère, et autres titres sans doute, Journal de bord du déluge. Oui. Voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est de voir un auteur qui, en 1966, dédie un de ses livres à un poète inconnu, et en 2014, fait un chapitre complet sur cet auteur inconnu. Voilà, donc c'est un type qui, toute sa vie, a eu qui s'est posé la question, peut-être que ça l'a influencé toute sa vie, on peut rêver, on peut imaginer un auteur qui, toute sa vie, a vécu avec cette vie, parce que le suicide a eu une place énorme dans l'œuvre de Marcel, donc on peut imaginer qu'il y a pensé souvent. Un texte, ouais. Je vais regarder sans doute, ouais, c'est pas mal ça. Dernier jour de mort. Ce qui est bien, c'est que ça commence de façon très, peut-être même presque naïf au début, puis il y a un texte beaucoup plus fini, et après il y a des tas de textes qu'on a eu par le cousin qui étaient beaucoup plus axés sur la fin. Je ne l'avais pas signalé, mais en plus, je ne sais pas si je l'ai dit, le cousin a également avait des textes que tu n'avais pas, et donc ça C'était en plus. Il y avait des doubles, il y avait des textes beaucoup plus. Dernier jour de la mort, le testament du grand guignol, suicide transitif comme une mort, là c'était vraiment. Dernier jour de la mort. Page blanche. 1000 araignées des cafards. Et mon printemps gémit. Du fond d'un cœur jaloux de n'avoir point assez aimé, assez compris. Dernier spasme de l'araignée au plafond. Dans la fureur morbide des examens scolaires. Cancre courageux dans la banalité. Accroche-toi aux bottes de Verlaine. La lune jaillit de mon gouffre noir en un ciel en larmes. Je fais plus court. Je peux en lire un. Pour accord, que jamais je ne m'habitue à vivre. Robes au calice, les femmes dans les rues sont des bouquets vivants. Tailleuses et chères, dans la ville bizarre, la foule des lumières et des feux rouges. Écoute mon sang. Un navire altier où jouent de grands violoncelles vogue dans les étoiles. Derrière le soleil couchant, je vois ton corps lisse, bleu et noir, tes seins durs frémissent sous les soies. Je voudrais boire ta peau tendue comme un tambour, claire, lumineuse, qu'on n'a jamais vendue. Il n'y avait qu'à couler le long de ton désir fluide, et je laissais aller ce corps. J'étais libre de ta voix et de tes seins. Quelque chose descendait d'un ciel de sirop bleu aux transparences de source. Lit ouvert, sang parfumé, parfum de sang. Là, on a terminé par un tout très court petit texte, mais je trouvais que ça clôturait bien le livre. J'ouvris la porte sur l'herbe courte, et le cœur bondit, s'envole et se cabre. Quelque chose n'est plus, mais l'infini joyeux. Je trouvais que ça finissait bien, que ça donnait une touche moins morbide que... Oui, celle-ci aussi assez sensuelle, l'algue.
L'algue géante agonisait, geignait un peu sur le soir doux. Les lèvres d'Anne m'étaient closes, et j'étais seul dans la maison, sans plus l'oiseau ni le regard. Le soir, nos vitres tanguaient, tandis que commençait l'algue à mourir. Je me mis doucement à murmurer la mer. Donc, oui, Je sais pas, je vais peut-être essayer. ça va juste le roman parce que Je sais pas, c'est le genre de truc déchiffrement. parce que c'est pas. l'écriture C'est pas fini, même donc il y a assez aucune- lisible, Ah mais ouais. bon, c'est une écriture. Puis ça n'est pas on voit bien, on pourrait pas l'éditer, c'est pas un truc fini, bien que peut-être que ça l'était pour lui, mais je pense que ça mérite un retravail et puis éditer un roman, ça se fait toujours avec C'est l'auteur. autre chose. Si c'est inachevé, c'est un peu compliqué, Ouais. mais bon, pourquoi pas chez Audas. C'était le texte sur Moreau. Je reprends, parce que je déchiffre, je suis en train de le lire. Ce qui est assez passionnant, en lire en attendant, parce que je me perds. Moi, je vais en lire un pendant que tu cherches. Et un précisément qui évoque déjà comme une prémonition de son destin. Pardon. À 2 heures du matin, sans passé, sans futur, incertain, dans l'odeur étouffée du gaz. À 2 heures, sans passé, à 2 heures, sans futur, je pense à une angoisse qui me monte du sol et vire lentement dans mon torse vaincu, avec l'odeur de gaz, la lampe qui fatigue, tout seul, assis, de loin. Que sais-je si je suis petit, grand, mal parti? Je me demande si c'est l'heure de se coucher ou de mourir un brin. Voilà, donc c'était ici. Voilà. Donc là, c'est justement le passage qui est avec entre parenthèses dans la marge, entre parenthèses Moreau. C'est parce qu'il parle des théories, enfin, il commence par parler des théories. Les hommes dormaient sur les seuils, esclaves saturés d'opium. Quand une colère les réveillait, ils étaient incapables de lui donner un tour définitif. Leur chef, impressionnant, s'épuisait en paroles, indigne, corrompu. Tôt ou tard, par les offres avides de puissance, sans gloire, préférant le mensonge à la vérité. Les guides écrasés par l'indifférence se décourageaient, mais ils luttaient toujours. Le prince était mort, son cœur s'arrêta de trop de pierres, de trop de courage. Au moment où il était le plus utile, après c'est compliqué. Mais donc après il commence à expliquer justement ça devient de plus en plus et il montre vraiment l'univers, à mon avis, de Marcel Moreau qu'il a beaucoup décrit. Les mines, les gens, les travailleurs, et il montre vraiment une révolte de gens, de mineurs en train de travailler. Le père de Marcel Moreau était couvreur. Il est d'ailleurs mort de suite d'une chute d'un toit. Et le père de Choquet était menuisier et charpentier. Donc je pense que les parents se connaissaient. Nous devons conclure Raymond Choquet, 1941-1966, 25 ans, éternellement 25 ans. Est-ce une chance pour lui d'avoir échappé aux affres du vieillissement? En tout cas, certainement pas d'un point de vue positif de la vie, mais lui-même a fait ce choix. Ouais. Et grâce à Stéphane, eh bien, Et à Marcel. grâce à Marcel puis à Stéphane, C'est on peut encore en parler et le lire surtout aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant, si on ne répétera jamais assez, que ce qui compte, c'est de s'intéresser aux gens et juste de les nommer. Juste de citer le nom de quelqu'un suffit à le faire vivre. C'est pas très compliqué. Mais je pense que c'est ce qui manque. Et quand une journaliste fait disparaître un nom, on se dit c'est curieux. Merci Stéphane et merci beaucoup.